avec nos deux hommes du soir, Jérôme Alonso et John Ferreira. Bonsoir, évidemment, avec vous, Jérôme. On va parler du choc. On va regarder un peu le programme, ce qui nous attend d'ici là. Une 9e journée qui va monter en puissance. Ça commence samedi avec un Sochaux-Toulouse, Lorient-Valenciennes ou encore Caen-Nice. Bordeaux-Montpellier, ce sera pour 21h en soirée. Dimanche, Lille-Rennes, Marseille-Brest à 17h. Et le choc, comme vous dites, PSG-Lyon, les co-leaders du championnat. On va s'y intéresser justement un peu plus en détail, John. Des leaders qu'on a bien du mal à départager. Oui, deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Elles ont le même bilan en ce début de saison. 5 victoires, 2 nuls. Une défaite chacune pour 14 buts marqués et 7 buts encaissés. Donc dur de les pas départager ces deux équipes. On a trouvé pourtant un petit avantage à Paris. Paris qui a remporté 22 matchs dans l'histoire face à Lyon au Parc des Princes. Les Lyonnais, eux, se sont imposés 21 fois. Un petit match d'écart. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Jérôme, vous en avez joué forcément des PSG Lyon. Au déficit de repos, je dirais match nul. Il a reposé Menez et Gamero quand même. C'est pas énorme, John, parce que sur deux joueurs, on peut dire Sirigu aussi. Oui, dans ce cas-là. Oui, c'est vrai. On s'intéresse ce soir un peu plus en détail à Diego Lugano. On va revenir un peu sur son début de saison. Il peine un petit peu quand même en ce début de saison, Diego Lugano. Début de saison difficile. En revanche, côté carton, Diego Lugano, il y va quand même. On sait que c'est un joueur dur sur l'homme. Alors ailleurs qu'en France, c'était peut-être sifflé. Ben non, en Ligue 1, Lugano, ça donne 3 cartons pour ses 3 premières apparitions dans le championnat de France sur seulement 4 fautes commises. Je pense que Nancy, c'est les favoris, c'est les champions en titre et ils ont une très très grosse équipe. Après, je pense que Gravelines aussi a une très très belle équipe, Cholet. Donc il y a pas mal de bonnes équipes cette année, donc c'est ce qui va rendre le championnat très très intéressant. Écoutez-le au micro de John Ferreira. Son choix de la Lazio et de la Serie A, il est principalement fait dans l'objectif de revenir en équipe de France. C'est ce qui l'a guidé, de quitter la Grèce, qui était aussi un pays puis un championnat en crise économique, pour revenir, comme il dit, dans un championnat majeur où il aurait pu davantage se montrer que c'est vraiment un objectif pour lui. Et ouais, il en fait même une question, j'ai l'impression même une question d'orgueil personnel de pas finir ce que je disais sur 2010, mais aussi de vraiment, même s'il vient d'avoir 30 ans, de vraiment saisir sa chance. Tu flippes, c'est normal. Tu as peur, c'est normal. Tu vas certainement flipper grave quand tu seras dans le tunnel avant d'entrer sur le terrain du Stade de France. Tu flipperas d'autant plus parce que lorsque tu regarderas les Albanais, il n'y en a quasiment aucun qui joue dans un grand club. Il y en a même certains qui n'avaient pas de club il y a quelques temps encore, certains qui ne jouent quasiment pas. Connaissant certains joueurs de l'équipe de France à l'heure actuelle, en faisant abstraction des blessés, je considère qu'il y a des joueurs qui sont quand même costauds mentalement. Et ces joueurs-là doivent être justement les leaders sur le terrain et en dehors pendant la préparation de ces 2 matchs. Ils s'en souviennent et ils l'ont raconté à Pierre Niguet et John Ferreira. On avait vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça a été un long blanc et on s'est tous regardés. Et là, j'étais consciente d'avoir vécu un moment un peu historique. On baignait dans une ambiance où rien ne pouvait nous arriver. Il y a eu ce premier match contre Israël qui a soudainement plombé l'ambiance. Et puis ce match contre la Bulgarie, c'était la 2e lame. Les gens voulaient évidemment que la France gagne et je crois qu'ils pensaient qu'elle allait gagner. On se croyait trop beau, trop vite. On se croyait arriver avant même d'avoir fait le chemin. Lorsqu'on a été mis en difficulté sur le terrain, tout de suite, c'est toute une équipe qui s'est ébranlée psychologiquement et mentalement. Je me rappelle que David Ginola avait centré au poteau de corner et qu'il n'y avait quasiment personne à la réception du centre et que la contre-attaque a été rapide dans la mesure où le bloc a basculé d'un côté de l'autre et en l'espace de quelques secondes avant la fin du coup de sifflet final, il y a eu beaucoup de dilettantes dans le replacement. On était un gruyère et ils ont perforé en l'espace de quelques passes ce gruyère. On n'arrivait pas, en suivant toute l'action, on n'arrivait pas à prendre la mesure exactement de ce qui s'était posé. Je voyais les gens pleurer. Ces gens-là, c'était des adultes. Et moi qui avais 10 ans, j'ai pleuré aussi forcément. L'ambiance était tellement triste. Tout s'écroule parce que on sait très bien que, encore une fois, il fallait trouver des responsables, il fallait couper des têtes.
On joue une équipe, puisqu'on faisait le parallèle avec la Bulgarie, on joue une équipe, la Bosnie, au dernier match, qu'on a battue chez elle 2-0. La Bulgarie, on avait commencé, c'était le premier match, on avait commencé par perdre là-bas. Si ça s'est produit une fois, ça peut se reproduire. Maintenant, je crois qu'on se sert du passé pour ne pas réitérer les mêmes erreurs. On pense peut-être à Olivier Giroud, l'attaquant montpelliérain, profil de renard des surfaces, un peu à la Trezeguet, comme on a évoqué plusieurs fois. Voilà, possible. Olivier Giroud qui n'avait pas été présélectionné pour ces 2 matchs. Rectification, il a été présélectionné, la presse avait dit le contraire. Il nous l'a confirmé tout à l'heure. Vous l'avez eu au téléphone, John, et il sera en direct dans Foot & Co à partir de 19h.